Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, où nous allons nous intéresser au comportement des épargnants ou des investisseurs et surtout au niveau d'éducation financière des Français avec Stéphanie Lange-Gauman, directrice de l'éducation financière à la Banque de France. Bonjour Stéphanie Lange-Gauman. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine pour nous expliquer un petit peu, tout d'abord les résultats d'une enquête que vous avez publiée en décembre dernier, où vous êtes intéressé à la culture financière des Français. C'est une enquête qui est publiée tous les 3 ans. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette enquête? Est-ce qu'elle est positive, enthousiaste, optimiste sur le niveau d'éducation financière ou de culture financière des Français? Alors c'est une enquête qui est menée par la Banque de France, qui est opérateur de l'éducation financière en France, tous les 3 ans auprès du grand public. Elle a été menée pour la première fois sur l'année 2021, selon la méthodologie parfaite de l'OCDE, ce qui nous permet de nous comparer, nous Français, par rapport à d'autres pays. D'accord. Et c'est la première fois qu'on peut le faire pour le coup. Oui, avec 3 composantes. Une composante connaissance théorique, une composante attitude, c'est-à-dire la posture, la relation à l'argent, et une composante comportement, c'est-à-dire comment on réagit face aux situations. D'accord. Alors l'idée, si vous préférez, c'est que cette enquête, elle montre qu'on a un niveau, nous Français, de connaissance financière, de culture financière qui est moyen. Ça ne veut pas dire mauvais. Ça veut pas dire mauvais. On est moyen. On frôle la mention assez bien, mais on ne l'a pas encore. D'accord. Clairement, on ne l'a pas encore. Et ça, par rapport aux autres pays européens, on est dans la moyenne de l'OCDE. On est dans la moyenne de l'OCDE. Les Allemands sont au-dessus de nous, notamment en connaissances théoriques. Les Italiens et les Espagnols sont légèrement en dessous. D'accord. Et l'idée, si vous préférez, c'est qu'à partir de cette enquête, eh bien, on définit une stratégie d'éducation financière pour essayer d'élever. La mention assez bien pour le coup. Exactement. Voir la mention bien. Exactement. Et alors, typiquement, sur la partie connaissances théoriques, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des lacunes. D'accord. Il y a des lacunes et ensuite il y a des marges de progrès. Alors dans les lacunes, ce à quoi il faut remédier, c'est typiquement le Français a du mal à comprendre l'impact de l'inflation. Alors non pas sur son pouvoir d'achat, ça il le comprend plutôt bien, mais l'impact de l'inflation sur son épargne, l'impact de l'inflation sur un crédit. D'accord. Ce qui sont pourtant des sujets hautement d'actualité en ce moment. Absolument. Et de la même manière, le Français, en moyenne, il a du mal avec la notion d'intérêt capitalisé. L'intérêt simple, il comprend. L'intérêt capitalisé, c'est beaucoup plus compliqué. Ça veut dire que quand on dit à un Français, donc d'après votre enquête, l'inflation est à 7%, mais votre livret A ne rapporte que 1%, il ne comprend pas effectivement qu'il y a... Il ne se projette pas à terme et il ne voit pas à terme le fait que l'argent qu'il aura lui permettra d'acheter moins de choses. Parce qu'entre-temps, l'inflation aura été supérieure. Oui, parce qu'effectivement, il y a ce mécanisme de comprendre qu'il y a une somme sur un compte, mais que ça se transforme en un pouvoir d'achat en fonction de l'inflation. D'accord, futur. Absolument. Et donc là, on est clairement dans une dimension de lacune, où on est en dessous de la moyenne. D'accord. Ensuite, il y a, en termes de connaissances financières, des points d'amélioration, où on peut gagner 30 voire 40 points en connaissances, sur une échelle de 100, donc ce qui est déjà très important. C'est le rapport qu'il y a entre le risque et le rendement. D'accord. Et donc ça, c'est méconnu encore. Alors, il y a 60% des Français seulement qui répondent juste. Ça veut dire qu'il y a 40% des Français qui n'ont pas conscience que quand on va leur proposer un fort rendement, c'est qu'il y a en face davantage de risques. Et ça, pour le coup, ça vaut pour tous les placements, on est d'accord? Et ça vaut pour tous les placements. C'est une règle de base de l'investissement. Autre sujet qui est mal perçu et qui mérite d'être amélioré, c'est le rapport qu'il y a entre la diversification d'un portefeuille et le risque de perte. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des axes où nous, on va essayer de communiquer auprès du grand public, auprès des plus jeunes aussi, parce que typiquement, le rapport risque-rendement, c'est là où il est le moins maîtrisé, c'est chez les jeunes. C'est la question que j'allais poser sur ces 40. Est-ce que finalement, on se rend compte que c'est les générations les plus jeunes qui n'ont pas encore intégré ces mécanismes financiers parce qu'elles y sont moins exposées, ou c'est pas forcément vrai? Alors, non, c'est une vraie conviction. Aujourd'hui, sur la tranche d'âge 18-25 ans, les jeunes considèrent qu'ils peuvent gagner de l'argent sans prendre de risques. D'accord. Et ça, c'est très marqué chez eux. Et c'est pour ça que dans le cadre de la stratégie d'éducation financière, on vise en priorité les jeunes pour essayer de leur donner les bons réflexes. Ensuite, moi, je ne suis pas là pour donner des conseils aux gens, mais en tout cas, susciter les bons réflexes pour que chacun essaie de gérer au mieux son quotidien sur les terrains budgétaires et financiers. Alors ça, c'est sur le sujet théorie. Ensuite, il y a le sujet posture et le sujet comportement. Donc du coup, j'imagine que quand la théorie est moyenne, le sujet posture en découle automatiquement. Alors, on a... Le Français, il faut le dire, une relation un petit peu particulière avec l'argent. Il n'aime pas en parler. Globalement, il n'aime pas en parler et il ressent une sorte d'insatisfaction. Le Français moyen considère qu'il n'a pas suffisamment d'argent pour réaliser tous ses projets. Il n'empêche que,
il n'empêche que le Français, il essaie véritablement de maîtriser son budget. Alors même si c'est approximatif, il a à peu près en tête ce qu'est un budget, c'est-à-dire l'ensemble de ses ressources moins ses charges fixes. Et il a un comportement qui est plutôt sain. Il va chercher à payer à temps ses factures. Vraiment, il a un comportement plutôt sain. Par contre, très clairement, on a 38% des Français, et c'est beaucoup, qui ne cherchent absolument pas à comparer les offres. Quand ils choisissent quoi, des investissements, des placements, d'accord, un sur ce crédit, sujet-là. Donc il n'y a pas cette quête de dire je vais comparer, je vais faire jouer la concurrence pour voir quelle est la meilleure solution dans mon cas particulier. Et ensuite, alors ça c'est un point où je pense qu'on a des progrès sensibles à faire, il y a moins d'un Français sur deux qui se fixe des objectifs de long terme en termes d'épargne. D'accord. Et ça, si vous préférez, ça peut expliquer une certaine passivité dans la gestion moyenne du Français de son épargne. Ça veut dire qu'on épargne, mais on ne sait pas, on se pose pas la question de pourquoi on le fait. Et donc, si on n'a pas d'objectif, on n'a pas de stratégie. En fait, en matière d'épargne, ce qui est important, c'est très tôt, il faut se fixer une méthodologie. Et la première des choses, c'est de dire quel est son besoin. En matière d'épargne, au départ, on a besoin d'une épargne de précaution. Bien sûr. Une épargne de précaution pour faire face à des imprévus, à des accidents de la vie. Une fois qu'on a cette épargne de précaution, c'est une épargne qui va nous permettre de financer des projets. Bien sûr, ça peut être acheter un véhicule, ça peut être financer des études, peut être acheter une résidence, ça peut être transmettre son patrimoine, ça peut être préparer sa retraite. Bien sûr. Et en fonction de cet objectif-là, on définit un horizon. Bien sûr. Et en fonction de cet horizon, on va choisir un placement. Ce qui nous manque, c'est de la méthodologie. Parce que là, ça paraît évident, se poser ces questions-là. Ce que vous nous dites, c'est que ça n'est pas le cas aujourd'hui. On ne se pose pas ces questions-là. On ne se pose pas ces questions-là, d'accord. Enfin, en tout cas, moins d'un Français sur deux se les pose. Et alors, vous nous dites que ce qui manque ou ce qu'il faut, c'est de la méthodologie. Donc, comment on apporte de la méthodologie, du coup, dans ces démarches? Ça veut dire qu'on répète ce que vous venez de nous dire, qu'il faut se poser la question de savoir ce qu'on veut faire avec cette épargne, et ensuite, on se pose la question de savoir comment on va y arriver? Oui, alors, nous, en termes d'éducation financière, la Banque de France et l'ensemble des partenaires, on s'intéresse à plusieurs cibles. La première cible, c'est les plus jeunes. Parce qu'objectivement, dès le plus jeune âge, on peut commencer à donner les premiers réflexes. On peut commencer à donner les premiers réflexes. Et donc, on déploie un certain nombre d'actions auprès des jeunes, dans l'école et hors des murs de l'école. Ensuite, on s'intéresse aux gens qui sont en fragilité financière. Il y a un tiers des Français qui ont moins d'un mois d'épargne, un mois de revenus d'épargne. C'est-à-dire qu'il y a un tiers des Français qui ne feraient pas face à une perte de revenus durant un mois. Et donc, ces gens-là, il faut qu'on les sensibilise au budget. Et ensuite, on va s'intéresser également au grand public. Le grand public qui, pour le coup, a plutôt de l'épargne. Et donc, à travers le site, le portail Mes questions d'argent, on essaie de transmettre cette méthodologie, de donner ces réflexes. Et on est dans du contenu très pédagogique. On n'est pas là pour conseiller sur tel ou tel placement. On est là pour essayer de proposer une méthode. Et ensuite, chacun l'adapte en fonction de ses besoins. Et alors, je reviens sur ce couple rendement-risque et sur cette stratégie ou les objectifs de long terme. Ça veut dire que si jamais on se dit qu'on veut acheter une résidence ou peut-être une voiture à horizon, on peut dire 7 ans, là on est dans du moyen-long terme pour le coup. Ça veut dire qu'on ne choisira pas les mêmes placements que si on est juste dans une épargne de précaution. Et aujourd'hui, en fait, on est essentiellement dans une épargne de précaution. Si je comprends, on n'est qu'à la première étape finalement de l'épargne pour tous ceux qui n'ont pas vraiment défini d'objectif. Alors, on a dit qu'il y a un tiers des Français qui n'ont pas d'épargne. Quasiment pas. Bien Donc sûr. cela, il est évident que cela, il faut que ce soit une épargne qui est liquide et qui est sans risque. C'est tout à fait... Bien sûr, une épargne de précaution. Exactement. Pour le coup. Ensuite, on a 2 tiers des Français qui ont de l'épargne. Et sur ce 2 tiers, il y en a un tiers qui sont dans une gestion plutôt passive. Donc plutôt passive, sans prendre trop de risques. Et puis un tiers qui vont aller vers des actions, des obligations, des OPCVM, des plans d'épargne entreprise, des plans d'épargne retraite. Bien sûr. Et l'idée, si vous préférez, c'est que, une fois de plus, je ne suis pas là pour moi orienter les gens, mais en tout cas, ce qui est très important, c'est que chaque tiers ait ses propres, et définit sa propre méthodologie, et en tête ses propres projets, et qu'il adosse ses placements à ses projets. Que ce soit en termes de risque, que ce soit en termes aussi d'horizon. C'est très très important d'avoir l'horizon en tête. Et bien justement, ça me permet d'aller sur le 3e pilier qui est le comportement. Et avec, donc il y a le comportement, et peut-être que vous allez nous reparler du coup du comportement de ceux qui n'ont pas forcément la notion du rendement risque quand il s'agit d'investir leur argent directement pour le coup. Alors ça c'est quelque chose qui est assez marquant. C'est que quand on interroge les Français, quand on leur dit à partir de quel taux d'intérêt un placement sans risque et liquide vous paraît-il suspect? Le Français, la médiane,
Ce qui sépare les deux populations dit 4%. 4%. Ça veut dire que le Français, il n'a pas du tout intégré aujourd'hui l'environnement de taux bas dans lequel on est. Bien sûr. Parce qu'il est évident que 4% sans risque et liquide, ça n'existe pas aujourd'hui. Oui. Donc oui, on doit travailler auprès des jeunes, auprès du grand public aussi, pour essayer de donner ces repères en termes de placement. Il est évident que il y a un certain nombre d'arnaqueurs qui pourraient profiter de cette mauvaise compréhension qu'on a sur cet environnement de taux bas. Et alors, qu'est-ce que vous constatez justement sur tout ce qui est fraude ou arnaque à l'épargne et surtout, d'autant plus, alors on parlait des jeunes, mais c'est peut-être pas que les jeunes, mais on voit sur les réseaux sociaux fleurir moult promesses de devenir riche avec des placements dont on ne comprend pas toujours réellement dans quoi on investit. Oui, alors aujourd'hui, vous avez, l'enquête le dit, 9% des Français, c'est énorme quand même, 9% des Français qui disent avoir communiqué à tort des informations financières personnelles. D'accord. Soit en répondant à un email malveillant, soit en répondant à un SMS ou un coup de téléphone d'une personne qui ne serait pas authentique. Des informations financières, donc des numéros de carte bleue, exactement, des numéros de compte en banque. Des IBAN, etc. Et ce taux-là, qui est déjà de 9%, 9% ça reste énorme, bien sûr, sur la population, il atteint 26% chez les 18-24 ans. 26% chez les 18-24 ans. Un quart des 18-24 ans ont déjà transmis à tort des informations financières personnelles. Alors il est évident que les réseaux sociaux, l'Internet, toute cette numérisation en fait de notre finance au quotidien fait que on est la proie de gens malveillants qui se font passer. Alors pour des autorités, ils se font passer pour les impôts, ils se font passer pour votre propre banque, pour votre assureur, et ils vont venir vous soutirer des informations qu'ils vont utiliser. Ah oui, donc là on est vraiment dans le domaine de l'arnaque. Donc parce qu'il y a aussi ceux qui vous proposent des placements sans risque, à haut rendement, donc c'est des autres types d'arnaques, parce que là on pense réellement investir dans quelque chose. Alors, là on pense répondre à ses impôts ou à son banquier, d'accord. Oui, là vous avez 6% des personnes dans l'enquête qui disent qu'ils ont suivi des conseils d'investissement dans un placement qui s'est avéré être une escroquerie. D'accord. 6%, ça reste énorme. Oui, bien sûr. Oui. Un taux qui atteint 15%. Cette fois, chez les 18-34 ans. Donc on reste vraiment... Et comment on explique ça, que les plus jeunes, finalement, soient les plus exposés? C'est parce qu'ils n'ont jamais eu affaire, finalement, encore à un banquier ou à un conseiller? Parce qu'on n'a pas ce rapport risque-rendement en tête. D'accord. Et donc, on croit plus facilement à des opportunités qui nous sont présentées comme exceptionnelles. Alors, il nous reste quelques secondes, Stéphanie Lange-Gaumont. Comment est-ce qu'on peut faire plus de pédagogie? Vous nous l'avez expliqué un petit peu déjà, mais quelques conseils qu'on pourrait donner vraiment, peut-être à cette frange de population qu'elle a plus touchée, mais de manière plus générale aussi. Alors, pour la prévention des arnaques, c'est la vigilance. Il faut à tout prix être vigilant, s'assurer que la personne qui entre en contact avec vous est habilitée à vous proposer ce type de placement, de crédit. Avec un agrément AMF, par exemple. Là, voilà, typiquement, vous avez des registres, vous avez des registres qui vous permettent de vérifier que la personne est bien habilitée. Et puis ensuite, il faut jamais céder à la rapidité avec laquelle on veut nous faire souscrire un contrat. À chaque fois, ça c'est prendre vraiment... le temps. À chaque fois, on nous dit il faut souscrire tout de suite, parce que l'offre ne sera plus valable un quart d'heure après. C'est faux. C'est vraiment une technique très commune utilisée pour forcer la vente. 2 mots pour vous dire. L'autorité des marchés financiers et l'ACPR communiquent sur à peu près un volant d'arnaque financière de 500 millions d'euros par an. Et nous, Banque de France, en termes d'arnaque au moyen de paiement, on est sur 1,3 milliard d'euros par an. Donc vous voyez, les sommes sont colossales et ça concerne les arnaques à l'épargne, à l'investissement, au crédit, aux moyens de paiement. Donc soyez vigilants. Soyez vigilants, vérifiez et prenez le temps de vérifier. Surtout, prenez le temps, c'est ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup Stéphanie Lange-Gaumont, directrice de l'éducation financière à la Banque de France. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.